On a tous déjà vécu ce moment de solitude où vous envoyez un message à un collègue ou bien à un ami ou à la personne que vous fréquentez. Le statut passe à vue et là, c'est le silence. En quelques minutes, votre esprit commence à s'emballer. J'ai-tu dit une bêtise? J'ai-tu été trop direct? Est-ce qu'elle m'en veut? Avant même que la soirée ne se termine, vous avez construit un scénario digne d'un film d'action où tout le monde ou votre cercle social vous déteste. Mais pourquoi notre esprit choisit-il toujours, de manière automatique, la pire explication possible? Ce n'est pas un manque de confiance en vous, ce n'est pas non plus de la bêtise, c'est le résultat d'un décalage immense entre notre biologie et la technologie moderne. Mais il y a un secret encore plus déconcertant. Cette paranoïa qui vous serre la gorge face à un simple écran ne vous appartient peut-être pas. Vous l'avez peut-être reçu en héritage gravé dans vos cellules par un traumatisme vécu par vos parents ou par vos grands-parents. Il y a 200 000 ans, au Pléistocène, l'être humain n'était pas au sommet de la chaîne alimentaire. Il survit tant bien que mal au milieu de prédateurs redoutables. Dans ce monde hostile, nos ancêtres font face à l'incertitude de chaque instant. Imaginez un de ces hominidés qui se promène. Soudain, il entend un craquement dans un buisson. Deux choix s'offrent à lui. Soit il commet une erreur de diagnostic, ce qu'on appelle erreur de type 1, ou bien un faux positif. Il se dit que c'est un prédateur alors que c'était juste du vent. Il s'enfuit pour rien. Cette erreur ne lui coûte qu'une petite frayeur et un peu d'énergie perdue. Soit il commet l'erreur inverse, qu'on appelle un faux négatif, ou l'erreur de type 2. Il se dit que c'est juste le vent alors qu'un grand tigre s'apprête à bondir. Coup de l'erreur, il est éliminé de la sélection naturelle en quelques instants. C'est la théorie de la gestion des erreurs imaginée par les chercheurs Marty Hasselton et David Boss. Il explique que notre cerveau n'a pas évolué pour être parfaitement objectif, mais plutôt pour minimiser le coût de nos erreurs. Pour survivre, il valait mieux surréagir à une fausse menace que de rater son coup et rater un vrai danger. Nous sommes alors les descendants de ces paranoïaques optimistes qui voyaient des dangers derrière chaque branche. En 2001, les psychologues Paul Rozin et Edward Roizman ont théorisé cette asymétrie sous le nom de bélier de la négativité. Ils ont découvert que ce bélier fonctionne selon 4 piliers très précis qui régissent encore notre quotidien. La première, c'est la puissance de l'impact négatif. À intensité égale, le négatif l'emporte toujours sur le positif. Arthur Schopenhauer disait déjà « Nous ressentons la douleur, mais jamais l'absence de la douleur ». Biologiquement, nous possédons des zones érogènes pour le plaisir, mais aucune zone spécifique pour l'absence de la douleur ou pour la torture. Dans une foule, notre regard repère toujours un visage en colère bien plus vite qu'un visage souriant. De même, notre dictionnaire est asymétrique. Nous avons une multitude de mots pour décrire la douleur physique, alors que notre lexique du plaisir est beaucoup plus limité. La deuxième règle, c'est la pente de l'anxiété plus raide. Plus un événement stressant approche dans le temps, plus notre angoisse grappe en flèche. Pensez à une opération chez le dentiste, la peur augmente de façon exponentielle à mesure que le jour J approche, alors que l'excitation avant une fête stagne souvent sur une courbe beaucoup plus plate. La troisième, c'est la dominance de la négativité. C'est l'idée qu'un élément négatif suffit à contaminer tout un ensemble positif. Déjà, un proverbe brusque dit « Une cuillère de goudron gâche un baril de miel, mais une cuillère de miel ne fait rien pour un baril de goudron. » Une seule blatte qui frôle un plat délicieux suffit à nous couper l'appétit. Mais poser vos sushis préférés sur une assiette remplie de blattes ne suffit pas pour les rendre comestibles. Cette logique de la contamination négative a façonné des pans entiers dans notre histoire humaine.
En Inde, le système traditionnel des castes décrétait qu'un membre d'une caste supérieure était pollué socialement s'il mangeait de la nourriture préparée par une caste inférieure. Mais l'inverse ne fonctionnait pas pour élever le statut d'un intouchable. C'est cette même asymétrie qui a inspiré la règle de l'unique goutte de sang. Issue du Code noir de 1685, il excluait de la citoyenneté blanche toute personne ayant le moindre ascendance africaine. Que toutes les religions, la possession démoniaque est presque immédiate, tandis que l'exorcisme exige de longs, complexes rituels. De même, la sainteté se fait bâtir sur toute une vie d'actes exemplaires, mais peut s'effondrer en une seule nuit à cause d'une seule faute. C'est encore le cas aujourd'hui. Pour les réputations laïques, des décennies de service public ou de carrière artistique s'effacent instantanément lors d'un scandale financier. Enfin, la quatrième règle, c'est la différenciation négative. Analyser une menace demande énormément d'énergie à notre cerveau. Sur un électrocéphalogramme, on observe des décharges électriques bien plus fortes quand une personne observe un acte immoral. Dans notre relation, quand on évalue quelqu'un, on ne fait pas la moyenne de ses qualités et de ses défauts. Un comportement poli est considéré comme la norme. Il n'apprend rien sur vous. En revanche, un dérapage ou un trait négatif est jugé inattendu, donc révélateur de votre vraie nature humaine. Mais le problème, c'est que pour nos ancêtres, le pire danger ne venait pas des serpents. Il venait de la solitude. Si votre tribu décidait de vous rejeter, vous vous retrouviez seul dans la nature et seul, vous étiez exposé à des dangers et vous étiez mort en quelques jours. Voilà pourquoi notre esprit surveille le moindre signal d'exclusion sociale avec la même panique ou la même intensité qu'un prédateur affamé. Nous pensions que notre peur du rejet venait seulement uniquement de l'évolution générale de notre espèce, mais la science a prouvé que notre propre histoire familiale directe a modifié notre cerveau avant même notre naissance. En 2013, les neurobiologistes Brian Diaz et Cathy Ressler ont mené une étude révélatrice à l'université d'Emory. Ils ont entraîné des souris mâles à craindre une odeur spécifique, l'acétophénone, une molécule chimique qui sent la fleur du cerisier. Pour cela, ils diffusaient l'odeur tout en envoyant de légères décharges électriques aux souris. Très vite, ces souris ont associé cette odeur à la douleur et se sont mises à paniquer dès qu'elles la sentaient. Ensuite, les chercheurs ont fait accoupler ces souris traumatisées et c'est là que l'expérience est devenue intéressante. Les souriceaux de la génération suivante F1 ainsi que leurs descendants F2 ont tous réagi avec la même intensité et la même panique à l'odeur du fleur de cerisier. Pourtant, ces petits n'avaient jamais reçu la moindre choc électrique et ils n'ont jamais vu leurs parents réagir à cette odeur. Pour éliminer toute idée d'apprentissage social, les chercheurs ont même utilisé l'insémination artificielle et placé les bébés chez des mères adoptives qui n'avaient aucun traumatisme. Le résultat est resté identique. La peur était transmise. Un seul mot décrit ce phénomène, c'est l'épigénétique. La structure de l'ADN des souris n'avait pas changé d'une seule lettre, mais le traumatisme avait modifié la manière dont leurs gènes s'expriment. Les chercheurs ont découvert que dans le sperme des pères traumatisés, le gène OLF-R151, qui sert à fabriquer le récepteur olfactif pour l'acétophénone, avait subi une modification chimique appelée déméthylation. En gros, un interrupteur s'était activé dans le sperme pour dire au futur bébé « Attention, cette odeur est un danger de mort ». Physiquement, les souriceaux sont nés avec un bulbe olfactif beaucoup plus développé, beaucoup plus grand pour réagir à cette odeur et une amygdale, c'est-à-dire le centre de la peur, hyper réactif à ce signal précis. Mais est-ce que cela fonctionne de la même manière que l'être humain?
La chercheuse Rachel Yehuda a voulu vérifier en étudiant les descendants de survivants des camps des années 40. Elle a alors découvert des modifications épigénétiques similaires chez les enfants de survivants, notamment sur le gène NR3C1 qui régule notre réponse au stress et à l'anxiété. Ces enfants sont nés avec un axe biologique du stress modifié, les rendant naturellement plus vulnérables à l'anxiété alors qu'ils avaient grandi dans un environnement calme et paisible. Ainsi, posez-vous la question. Si vos parents ou vos grands-parents ont déjà vécu des catastrophes, un exil ou bien une crise financière, exclusion sociale, leur biologie a alors pu coder cette menace, sont alors transmis à votre amygdale un signal d'alerte permanent. Votre panique face à un message ignoré, un silence radio, n'est peut-être pas une réaction disproportionnée. C'est l'alarme de survie de vos ancêtres qui résonne encore en vous. C'est bien cette alarme héritée qui nous pousse à des comportements irrationnels pour plaire aux autres. En 1951, le psychologue Solomon Asch a voulu tester cette pression du groupe avec une expérience qui est devenue légendaire. Il installe un participant en milieu d'acteurs complices. Il leur montre 2 cartons. Sur l'un, une ligne verticale de référence, sur l'autre, 3 lignes de longueur différentes, nommées A, B, C. La question est beaucoup plus simple. Laquelle est identique à la première? La réponse évidente était la ligne B, mais les complices entraînés désignent tous la ligne A avec un aplomb total. Le vrai participant répond alors en dernier. Il voit bien que c'est faux, mais au bout du compte, dans près de 37% des essais, les sujets finissaient par nier l'évidence de leurs propres yeux pour se conformer à l'avis du groupe. Pendant longtemps, on a pensé que ces gens manquaient simplement de courage, de personnalité ou de tempérament. Mais en 2003, la neuroscientifique Naomi Eisenberger, accompagnée de Matthew Lieberman et Kipling Williams, a voulu comprendre ce qui se passait sous la boîte crânienne à ce moment-là. Pour cela, ils ont placé des sujets dans un scanner IRM pour jouer à un jeu virtuel simple, le Cyberball. Vous croyez jouer en ligne avec 2 personnes à vous lancer un ballon. Mais en réalité, les 2 autres joueurs sont des avatars contrôlés par un algorithme. Au bout de quelques passes amicales, les 2 avatars cessent de vous envoyer le ballon. Ils jouent uniquement entre eux, vous laissant sur la touche. En regardant les résultats du scanner des personnes exclues, les chercheurs ont fait une découverte incroyable. Les zones qui allument intensément, ce sont le cortex cingulaire antérieur dorsal, ou bien le DACC et l'insula antérieure. Ce sont exactement les mêmes régions qui s'activent lorsque vous vous brûlez la main ou que vous recevez un coup physique. Pour prouver que c'est bien cette zone qui gère la détresse, des études sous hypnose ont montré que si l'on suggère à un sujet qu'une brûlure est beaucoup plus désagréable, l'activité d'ACC grimpe en flèche sans que le cortex sensoriel qui mesure l'intensité réelle ne change. Pour notre cerveau, la douleur d'être exclu du groupe n'est pas une simple image mentale, c'est une blessure réelle, physique et intolérable. Cette souffrance sociale active nos défenses les plus agressives. Un mécanisme décrit le modèle d'agression générale ou ce qu'on appelle GAM. Face à l'exclusion, notre DACC s'emballe et nous pousse à contre-attaquer. Mais nous ne sommes pas tous égaux. Les personnes dotées de faibles fonctions exécutives réagissent immédiatement par beaucoup d'agressivité. À l'inverse, celles qui possèdent un cortex préfrontal solide parviennent à freiner leur impulsion pour adopter un comportement réfléchi. Kipling Williams a poussé cette exploration encore plus loin avec des protocoles surprenants. L'expérience de la lettre écarlate O dans son propre département universitaire,
Il a suspendu au hasard un haut en rouge sur la porte de certains bureaux. La consigne pour le reste du personnel était d'ignorer totalement le collègue visé toute la journée. Pas un sourire, pas un mot, pas un regard. L'expérience a provoqué un malaise et une détresse si profonde que les personnes chargées d'exclure étaient presque aussi malheureuses que celles qui étaient ignorées. Lors d'entretiens qualitatifs menés par la chercheuse Lisa Zadrow auprès de 50 personnes victimes aujourd'hui, l'effet du rejet mesuré par le Cyberball est l'un des plus robustes de la psychologie. Affichant une taille d'effet standardisée immense au-delà de 1.4, universel, peu importe le genre ou la culture. Et si vous souffrez de ce que les psychologues appellent le fardeau social perçu, c'est-à-dire l'impression d'être trop pour les autres, votre cerveau va surréagir encore plus violemment. Votre DACC et votre gyrus frontal moyen vont s'allumer plus intensément lors d'exclusion sociale, provoquant un évitement immédiat. D'ailleurs, notre empathie face à cette douleur est si forte qu'elle nous pousse à agir, même quand on est un simple spectateur. Dans une variante de l'expérience, les chercheurs ont donné aux observateurs 10 jetons réels échangeables à la fin contre de l'argent de poche. Ils avaient le choix: garder tout l'argent pour eux ou en offrir une partie au joueur virtuel exclu pour compenser sa détresse. Eh bien, spontanément, les gens décident de se priver de leur propre argent pour aider la victime de Cyberball. Et ce geste altruiste est encore plus fort chez les spectateurs qui eux-mêmes ont une panique d'être rejetés. De récentes études spectroscopie proche d'infrarouge, ce qu'on appelle FNIRS, montrent d'ailleurs que notre sensibilité préfrontale augmente de manière cumulative à chaque nouvel essai d'exclusion subi, révélant ainsi une véritable sensibilisation neurologique en temps réel. Pendant des milliers d'années, cette sensibilité extrême au rejet était gérable. Pourquoi? Parce que la taille de nos tribus était limitée par notre biologie. Dans les années 1990, l'anthropologue Robin Dunbar a découvert qu'il existait une corrélation directe entre la taille néocortex et une espèce de primate et la taille de son groupe social. En extrapolant ces données à l'être humain, il a défini le nombre de Dunbar, situé autour de 150 personnes. C'est la limite maximale de relations stables que notre cerveau peut gérer. Notre réseau s'organise d'ailleurs en cycles concentriques très stricts. Un noyau de soutien très serré de 5 personnes, c'est-à-dire nos confidents hebdomadaires, un groupe de sympathie de 15 personnes, c'est-à-dire les amis proches, notre cercle actif de 150 personnes. Au-delà, nous pouvons gérer 350 connaissances vagues et reconnaître environ 1000 visages. Mais le problème, c'est qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, on a fait exploser ces limites biologiques. Aujourd'hui, un utilisateur moyen est connecté à des milliers de personnes en même temps. Pourtant, notre matériel biologique n'a pas changé. Une étude menée sur 380 millions de tweets publiés par 1,7 million d'utilisateurs a montré que, malgré la possibilité théorique de parler à la Terre entière, les humains ne parviennent pas à maintenir des conversations réciproques et stables qu'avec un groupe restreint de 100 à 200 personnes. Sur Facebook, le nombre médian d'amis réels stagne autour de 342, ce qui correspond à la limite haute du nombre de Dunbar. Vouloir faire entrer des milliers de contacts dans notre espace mental provoque ce que la sociologie appelle l'effondrement des contextes, ou bien contexte collapse. Sur une même plateforme, votre famille, vos collègues de bureau et vos amis d'enfance et vos connaissances et des parfaits inconnus se retrouvent mélangés dans un même flux.
Gérer cette cohabitation forcée crée une anxiété d'évaluation permanente, de peur qu'un mot ne déclenche l'exclusion de l'un de ces cercles. Et les ingénieurs des réseaux sociaux connaissent par cœur cette faille évolutive. Ils l'ont piratée grâce à la dopamine. Chaque notification utilise un système de renforcement à ratio variable, le même mécanisme qui rend accro aux machines à sous. 1. Le déclencheur, le téléphone vibre, alors l'ennui s'installe. L'aire tegmentale ventrale s'active, inondant de dopamine votre noyau accumbens et ça constitue l'anticipation. 3e point, vous ouvrez l'application. Y aurait-il un message, un like ou rien du tout? C'est précisément cette incertitude qui maintient le flux de dopamine au plus haut. Le chercheur Dar Meshi a démontré sous IRMF que recevoir une validation numérique active le noyau accumbens au même titre que la nourriture, l'argent ou le sexe. Mais à l'inverse, l'absence de retour ou un message laissé en vue éteint brutalement la dopamine et active immédiatement notre DACC et notre insula antérieure. C'est là où s'installe le FOMO ou bien Fear of Missing Out. Votre amygdale s'affole et tire la sonnette d'alarme. Votre cerveau interprète l'absence de mention « j'aime » de la même manière qu'un bannissement physique de la tribu au milieu d'une nature sauvage. Et à force de faire tourner ce système d'alarme à plein régime, nous épuisons notre cerveau. Les examens par IRM structurel, VBM, révèlent que l'addiction aux écrans et l'exposition prolongée aux alertes numériques sont corrélées à une réduction physique du volume de la matière grise dans l'amygdale bilatérale et le striatum ventral droit. C'est exactement la même atrophie que l'on observe chez les personnes dépendantes de l'alcool et aux drogues. Le cerveau élague ses connexions pour devenir une machine ultra rapide à désirer et à s'inquiéter, altérant durablement notre capacité à réguler nos émotions. Heureusement, rien de tout cela n'est irréversible. Notre cerveau possède une plasticité extraordinaire qui nous permet de redresser ces circuits d'anxiété. Mieux encore, de la même manière que la peur s'écrit de façon épigénétique, les scientifiques ont prouvé qu'un environnement sécurisant et un apprentissage positif peuvent désactiver ces interrupteurs génétiques et effacer la trace du trauma ancestral. Pour calmer notre système d'alarme préhistorique et hérité, les neurosciences et la médecine comportementale ont validé plusieurs protocoles d'entraînement simples et efficaces. Premièrement, l'étiquetage affectif ou bien en anglais « name it to tame it ». La première clé a été popularisée par le psychiatre Daniel Siegel sous l'expression « name it to tame it » ou bien « nommer pour calmer ». Dès qu'une anxiété sociale surgit, au lieu d'essayer de la rejeter, prenez une inspiration profonde et nommez avec précision ce que vous ressentez. Dites-vous intérieurement « je ressens de la colère, de la frustration ou de l'exclusion ». Les travaux de Matthew Lieberman en 2007 démontrent que l'acte de verbaliser une émotion diminue instantanément l'activité de l'amygdale neurologiquement. Poser des mots précis dévie le flux sanguin des zones émotionnelles limbiques vers le cortex préfrontal gauche qui gère le langage et la logique. Cette transition déclenche la production de l'hormone de GABA, un neurotransmetteur inhibiteur qui calme le rythme cardiaque et apaise le corps en quelques secondes. Cette méthode s'apprend à n'importe quel âge. Par exemple, chez les petits de 2 à 5 ans, on prend charge de verbaliser pour eux leurs émotions ressenties. C'est-à-dire, un enfant de 2 à 5 ans, on dit « Est-ce que tu es fâché ?» Est-ce que parce que tu n'as pas ce jouet? À l'âge scolaire, de 6 à 9 ans, on l'invite à mesurer l'intensité de l'émotion. Par exemple, est-ce que c'est un petit agacement ou bien une grosse colère? Chez l'adolescent
et l'adulte, on explore la complexité des sentiments mélangés. Par exemple, je me sens à la fois déçu et soulagé. Pratiquer quotidiennement pendant 2 semaines, cet exercice permet de réduire le taux de cortisol de 19% et d'accélérer la récupération émotionnelle de 41% après un conflit. La deuxième clé consiste à modifier consciemment l'interprétation d'une situation ou d'un sentiment. Pour cela, notre cortex préfrontal ventrolatéral, VLPFC, joue un rôle asymétrique fascinant. Le VLPFC gauche s'occupe de chercher de nouveaux scénarios sémantiques rationnels. Le VLPFC droit s'occupe du contrôle inhibiteur pour éteindre la panique affective. Lorsque vous réévaluez une situation, par exemple, en vous disant que votre collègue ne vous répond pas parce qu'il est occupé ou débordé par le travail et non parce qu'il vous déteste ou qu'il vous ignore sciemment, le VLPFC droit recrute le cortex préfrontal ventromédian ou bien VMPFC. Ce dernier envoie des signaux inhibiteurs denses qui viennent calmer directement l'amygdale et l'insula. Les études d'activation artificielle par stimulation magnétique ou électrique sur le RVLPFC prouvent cette relation causale. Stimuler cette zone réduit la détresse subjective, diminue la dilatation de la pupille sous stress et modifie notre regard en nous poussant à moins fixer les personnes hostiles. La troisième utilise des programmes informatiques ou bien des logiciels pour rééduquer notre attention de façon implicite, appelée CBM. Dans les tâches de modification des billets d'attention ou bien ABM, on vous présente un visage hostile et un visage neutre, puis une cible apparaît à l'emplacement précis du visage neutre dans 80 à 100% des essais. En vous forçant à cliquer rapidement sur la cible, l'exercice réentraîne vos circuits attentionnels à se détacher automatiquement des visages menaçants pour s'orienter vers stimuli pacifiés. Il existe aussi des entraînements pour modifier nos interprétations d'événements ambigus. Par exemple, on vous fait lire des scénarios sociaux incertains qui se terminent par un mot incomplet que vous devez résoudre de manière positive. À titre d'exemple, vous proposez à vos locataires de vous faire une fête, leur réaction montre qu'ils trouvent cette idée, puis 3 petits points. Et vous devez compléter par le mot brillante. Même si ces exercices peuvent sembler monotones ou répétitifs, leur pratique régulière permet de réduire significativement l'anxiété d'évaluation et le trac face à des situations réelles de stress social. Enfin, pour redonner du tonus à notre contrôle préfrontal, les thérapeutes recommandent des habitudes de vie simples. Par exemple, le traitement par l'eau ou bien du batching. Fixez-vous 2 à 3 fenêtres par jour pour consulter vos notifications au lieu de regarder votre téléphone en continu. Cela casse le système de récompense à ratio variable. Aussi, la désactivation des notifications. Éliminer ces déclencheurs visuels et sonores permet de réduire les manipulations impulsives de votre téléphone de 20% sans solliciter votre volonté. Enfin, pour traiter les traumas transgénérationnels plus profonds, ces thérapies aident à débloquer et à libérer les mémoires traumatiques familiales stockées dans le corps en remettant de la sécurité là où il n'y avait que de la survie. Notre cerveau est une machine extraordinaire, polie par des millénaires de sélection naturelle et par l'histoire intime de nos propres familles pour nous éviter de finir exclus ou abandonnés. Mais le monde moderne a changé beaucoup trop vite pour notre biologie. Alors, la prochaine fois que vous vous ressentirez cette boule au ventre face à un écran, paniquez surtout pas. Respirez profondément
et nommez votre ressenti et rappelez à votre cerveau et qu'il fait simplement un excès de zèle évolutif. Vous n'êtes pas abandonné dans la savane sauvage et le traumatisme du passé ne doit pas dicter votre présent. Vous essayez juste de survivre au 21e siècle. Alors si cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine enquête.